Téléperformance, les résultats 2023 sont assez mitigés. Est-ce qu'elles constituent une opportunité d'investissement ou pas à ce prix-là? On va voir ça tout de suite. Je suis sur la press release, donc les résultats 2023 ressortent à peu près en organique à 5,1%. Donc on va voir que c'est pas exactement ça. On va essayer de le regarder un petit peu plus bas. Par contre, une news qui est quand même importante. Donc on a parlé de l'IA, si je me trompe pas, donc vers la 10e page. Donc voilà, on est à ce niveau-là. AI développement, donc générative IA ou Gen AI, représente une opportunité majeure pour la continuité de nos opérations. Et donc ils nous disent qu'à peu près, avec la combinaison de l'automatisation et de l'expertise des employés, on aurait une expérience customer, donc une expérience pour les clients qui serait quand même beaucoup plus importante. Donc on nous dit à ce niveau-là qu'on est en partnership avec des clients sur à peu près 250 projets IA, donc ça veut pas dire grand chose, mais à peu près on va nous donner deux informations. En 2023, Téléperformance a été spécialement active dans l'expansion de son portfolio avec des solutions hybrides de haute performance en partenaire avec par exemple ServiceNow Cloud, donc une plateforme pour déployer l'intelligence artificielle. Donc c'est pas, voilà, faut aller un petit peu regarder qu'est-ce que c'est. Ensuite, elle continue son partenariat avec Microsoft pour lancer TP Gen AI, un générative artificiel plateforme qui pourra utiliser donc Microsoft Azure Suite, donc tout ce qui va être la suite des outils pour l'intelligence artificielle que Microsoft Azure met en place pour les personnes qui sont dans son cloud. Donc ensuite, avec l'opportunité de l'acquisition de Majorel, elle va récupérer 650 data lovers, donc ça va être des personnes qui vont aller chercher dans les data, etc., donc des développeurs IA, si on s'entend, et donc potentiellement elle va pouvoir lancer dans plusieurs pays, donc on le voit à ce niveau-là, Nord-América, South America, Europe et Asie, donc tout ça pour bosser sur à peu près la même chose. Donc nous, ça nous intéresse assez, et on nous a assez peu parlé à ce niveau-là dans la press release, donc c'est pour ça qu'il faut aller écouter les webcasts. Je pense qu'il va falloir peut-être en parler, parce que je pense que dans les Q&A, on va évidemment en parler. Maintenant, on sait que là, à l'heure actuelle, je tourne la vidéo donc à 20h30 le mercredi soir, donc le moment où Téléperformance a sorti sa press release. Donc le webcast sortira normalement demain ou peut-être dans la soirée. Et si je me trompe pas, donc jeudi matin à 8h du matin, le PDG de Téléperformance prendra la parole sur BFM Bourse. Ensuite, on nous dit à peu près que donc c'est un petit peu plus bas, on a share buyback, donc ça on l'avait déjà vu avant, nouvelle gouvernance avec qui sera effective le 1er janvier 2026, avec donc une dissociation du DG et du PDG, voilà, donc Chairman and Chief Executive Officer, qui devient donc deux postes différentes. Ensuite, on a un outlook à peu près sur 2024, donc je vais le passer parce qu'il vraiment, il a pas l'air d'être extrêmement bon. On nous dit que elle reste conservateur avec une approche à peu près très volatile de l'économie. Donc ça quand même, ça, on va dire que c'est assez marrant si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur ABC Arbitrage. Ensuite, on va aller quand même voir que les revenus vont augmenter like for like de 2 ou 4%. On ne sait pas si on prend en compte les contrats Covid ou pas. On voit que la marge devrait baisser de 10 à 20 points de base, sans prendre en compte les coûts d'intégration de Majorel. Donc ce qui est extrêmement bête de prendre ça. Ce qui est extrêmement bête de dire que ça va baisser seulement de 10 à 20 points sans prendre en compte en plus les coûts d'intégration, parce qu'évidemment, ils ne les connaissent pas à ce niveau-là, même s'ils ont fait des M&A, ils ne les connaissent pas. Pourtant, ça fait à peu près plus de 1 an que l'acquisition elle a été lancée. Donc on voit à peu près robust balance sheet à peu près à 2 fois les EBITDA. Maintenant, on nous dit qu'on va se concentrer pour récupérer return cash to shareholder en faisant des dividendes et du share buyback. Donc c'est quand même assez marrant de dire ça quand on regarde juste en haut, où on le voit ici, que le groupe ne se prévaut pas d'un nouveau programme pour racheter des stock price. Mais si le prix continue d'être réévalué, le groupe, peut-être, y pensera. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas forcément d'intérêt à aller aujourd'hui racheter des actions, étant donné que, voilà, peut-être qu'en fait, on ne pense pas avoir une certaine croissance et que, au niveau de 10 fois les bénéfices, même si c'est une entreprise intégrée, et au final, avec une croissance aussi faible, c'est peut-être normal. Maintenant, nous, on va aller regarder les réels potentiels de croissance qu'il y a eu sur les quarters. Donc au Q1, je ne vais pas prendre ça en compte. On va prendre le reported, c'est-à-dire ce qui prend en compte le taux de change et les contrats Covid. Donc moins 1,6%, ensuite moins 5,2%, ensuite moins 6%. Et ici, si on ne prend pas en compte Majorel, qui je ne sais pas du tout d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi est-ce que Majorel est directement compté à ce niveau-là. Peut-être qu'elle ne voulait pas prendre une répartition à ce niveau-là pour montrer que, voilà, il y a Majorel en plus. Bon, on a quand même l'augmentation des services spécialisés
qui augmente de 20%, 12%, puis 9%, c'est-à-dire que eux aussi connaissent une certaine baisse, 28, 20, 12, 9, donc même les services spécialisés connaissent une certaine baisse, mais on est sur un ralentissement de la croissance, alors que les autres, on est clairement sur une certaine décroissance. On le voit, sur le premier quarter, on avait encore une certaine croissance, mais l'endroit où on faisait le plus d'argent, c'est-à-dire l'Europe, a baissé. Ensuite, on voit que ça continue de baisser succinctement, donc avec un plus 2% reporté, un moins 1,5%, un moins 3,3%, et ici un plus 11, mais pas un plus 11, sans prendre en compte la question de Majorel, on serait sur un moins 4, peut-être voire même un moins 5. Donc c'est pas bon, c'est-à-dire que l'année 2023 n'a pas été extrêmement bonne. Donc à ce niveau-là, il faut aller faire attention à ce qu'on voit. Nous, ce qu'on va aller regarder un peu plus, ça va être déjà, ici, on a des shares premium qui ont été émises, c'est-à-dire que plus haut, je vous ai montré qu'effectivement, il y avait eu un rachat d'actions de 500 millions, mais de toute façon, on a émis 500 millions d'actions préférentielles. Maintenant, on va aller regarder le cash flow statement, donc net profit part du groupe, on voit que ça a baissé, ça c'est ce qu'on avait conclu un tout petit peu plus haut. Ensuite, on va avoir donc plein de cash qui va être ajouté. Ici, je pense que ça doit être la dépréciation. Ensuite, on a la taxe qui est payée, donc qui est un petit peu plus élevée. Et donc, on voit ici, cash généré avec le flux des opérations. Et ensuite, on a un fonds de roulement qui est positif. C'est-à-dire qu'on a eu tellement peu en soi de contrat et qu'on a quand même énormément de comptes créditeurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous doivent de l'argent. Donc, potentiellement, le change and working capital, il peut être assez bon. Maintenant, on le voit ici, acquisition, donc en termes juste de dépenses d'investissement, c'est assez peu. Donc ça va représenter 15%. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de cet argent-là? Donc on va faire de l'acquisition. Pour pouvoir faire cette acquisition, on va devoir donc émettre de la dette, sachant que déjà avant de faire cette acquisition, on a lease payment, c'est-à-dire qu'on a payé nos loyers, parce que depuis la norme IRFS 16, c'est dans le tableau flux de trésorerie, donc on voit à ce niveau-là. Ensuite, on a repayé de la dette. 4 milliards, on a émis 581 millions pour 581 millions d'actions, on a racheté pour 360 millions d'actions, c'est-à-dire que pour l'instant ça représente rien du tout, et on a aussi payé un dividende de 227 millions. Donc on a quand même fait énormément de choses avec notre argent, et on a quand même émis de la dette. Voilà, donc on est quand même sur une entreprise qui n'a pas de guidance extrêmement bonne, à une année 2023 qui a l'air de quand même baisser tendanciellement, même si les contrats Covid nous avaient mis assez bons, mais maintenant qu'ils y sont plus parce que c'était des contrats à durée limitée, ce qui est complètement différent de contrats à durée indéterminée quand on va aller évidemment prendre un contrat avec un client qui peut retirer ses billets à tout moment, mais qui n'aura pas forcément d'intérêt, alors que les contrats Covid étaient voués à être terminés à un moment. Voilà, donc en soi, après on va voir que la net dette, elle augmente, le pourcentage de la dette on ne sait pas, l'année où elle va être repayée, on ne sait pas. Donc ça, ce seront des informations à aller regarder dans le rapport annuel qui sortira donc dans les prochains jours, si je ne me trompe pas. Ensuite, on avait eu aussi, à un moment, dans le balance sheet, si je ne me trompe pas, voilà, ici, une dépréciation des intangibles assets de 200 millions. Donc ça, c'est souvent une bonne nouvelle chez les entreprises, étant donné qu'elle rentre dans le compte de résultats et nous permet de payer moins d'impôts. Est-ce qu'elle est dans notre compte de résultats à ce niveau-là? Personnel, dépréciation et amortissement, non. Ah, on le voit ici, amortissement of assets part of business combinaison, moins 141 millions. Et donc on voit qu'effectivement, ça nous fait baisser notre operating profit, mais qu'on voit que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Et donc ici, dépréciation of right use assets, qui nous fait baisser leur operating profit, et donc nous fait passer à peu près une marge nette à 8%, et donc on nous donne à peu près une marge nette à 600 millions, donc un petit peu 6%, 7%, 8%, c'est pas énorme, earning per share qui diminue, mais donc share-based payment, donc ensuite on a aussi du paiement en actions, je sais pas si c'est quand même ce niveau-là, impairment loss on goodwill, on en a aussi, donc maintenant, voilà, ça représente pas quelque chose d'incroyable. Donc Téléperformance, personnellement, je pense qu'il y a assez de personnes qui l'ont martelé que c'était pas forcément une bonne opportunité. Je pense qu'on peut toujours rester dans le on verra. On est pricé à 10 fois les bénéfices, c'est-à-dire que toute bonne information sur Téléperformance en soi est bonne à prendre. Et maintenant, je laisse la parole au PDG qui la prendra donc demain, et aller regarder les webcasts. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.